libération hier de 2 otages des mains des terroristes dans la localité de Bambara Maoudé dans la région de Tombouctou. Les désormais ex-otages ont été présentés cet après-midi à Koulouba au président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta, chef suprême des armées. Ils ont été libérés grâce à la collaboration entre les forces de défense et de sécurité et les services de renseignement. Le ministre de l'Industrie et du Commerce dans la cité des Balanzons, précisément dans les usines sucrières Sukala et Nsukala à Dougabougou, Béouani et Siribala. Cette visite du ministre fait suite aux récentes attaques des groupes armés. Moussa Alassane Diallo a rassuré les travailleurs et la population quant à la poursuite des activités de production de sucre dans ces usines. En 5 ans, les autorités de la transition ont tout mis en œuvre pour une paix durable au Mali. C'est là à travers notamment l'appropriation du processus de paix avec la fin de l'accord d'Alger. Côté éducation, l'on note également de grandes réalisations telles que la construction des 10 lycées publics dont 3 d'excellence. 2000 classes ont été également rénovées dans le cadre du programme présidentiel. Les fameuses soirées Dior ne sont plus autorisées au Mali. Le phénomène est jugé contraire à nos mœurs par une note ferme du ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, garde des Sceaux. Toutes les dispositions seront prises pour réprimer avec la plus grande sévérité les auteurs, co-auteurs et complices des soirées Dior. Les détails dans la chronique judiciaire avec Garibou Pérou. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ces 20h. Je vous le disais, les forces de défense et de sécurité, en collaboration avec les services de renseignement, ont libéré hier lundi 2 otages des mains des terroristes. Les désormais ex-otages ont été enlevés le 6 août dernier dans la localité de Bambara Maoudé, dans la région de Tombouctou. Ils ont été présentés cet après-midi à Koulouba au président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta, chef suprême des armées. Le chef de l'État a salué le travail des FAMA et des services de renseignement. Il a salué la détermination des ex-otages à défendre le Mali. À l'issue de l'audience, notre reporter a tendu son micro au ministre de la Sécurité et de la Protection civile. Le général de division Daoud Ali Mohamed nous donne plus de détails. Suivons. Nous étions venus en audience sur le président de la transition, chef suprême des armées. Nous sommes venus lui rendre compte de l'arrivée effective, donc de la présence physique parmi nous de 2 de nos frères d'armes qui avaient été enlevés le 6 août dernier, à savoir le sergent-chef de police Abdraman Dambélé et le sergent de police Boubacar Dabo. Donc ils ont été enlevés au niveau à hauteur de Bambara Maoudé sur l'axe Tombouctou-Douanza. Et par la grâce de Dieu et l'implication de l'ensemble des forces de défense et de sécurité, singulièrement l'implication des services de renseignement, ils ont été libérés hier, lundi 8 septembre. Donc nous sommes venus leur présenter physiquement au chef de l'État qui leur a prodigué des conseils et aussi pour dire que ça fait partie de notre vie. Quand on opte pour la vie militaire, on opte aussi pour certains risques. Et je tiens ici à remercier singulièrement les services de renseignement qui sont vraiment impliqués pour cette libération. Saluer leur professionnalisme, les féliciter pour tout ce qu'ils ont eu à faire. Et dire aussi qu'ils sont parmi nous aujourd'hui. Ils seront pris en compte par une équipe médicale, notamment des psychologues. Et ensuite, ils vont regagner leur famille. Et les forces de défense et de sécurité, partout où nous sommes, nous allons lutter contre le terrorisme. Cela ne va pas nous décourager, cela ne va pas nous dérouter de notre mission régalienne de défense opérationnelle du territoire, de la protection des personnes et de leurs biens. C'est aussi le moment d'avoir une pensée pieuse pour certains aussi de nos frères d'armes qui sont en captivité en otage, leur dire ceci. Nous sommes avec eux, ils ne sont pas seuls. Ils ont notre message d'accompagnement et par la même occasion présenter les condoléances à ceux qui aussi n'ont pas pu avoir la chance de retourner parmi nous, ceux qui ont perdu la vie dans les geôles de ces groupes armés terroristes, leur dire à leur famille beaucoup de courage et leur présenter encore notre condoléance. Et au nom du chef suprême des armées et de toute la hiérarchie militaire, encore une fois, féliciter tous ceux qui, de près ou de loin, se sont impliqués pour la libération de nos 2 frères ici présents.
Des propos recueillis par notre reporter Mohamed Adjara. Et l'état-major général des armées informe l'opinion que dans la journée du 9 septembre 2025, les FAMA ont localisé et détruit une base des groupes armés terroristes dans la zone de Mouzafa, à la lisière nord de la forêt du Baoulé, à 35 km du sud de Djoumara, cercle de Djema, région de Kaye. Plusieurs dizaines de terroristes ont été neutralisés dans cette frappe de refuge terroriste par la patrouille aérienne. L'état-major général des armées rassure les populations que le nettoyage se poursuit et que la traque de groupes obscurantistes se poursuivra jusque dans leur retranchement. L'état-major général des armées remercie les Maliens pour leur soutien constant et indéfectible aux braves FAMA engagés pour la défense de l'intégrité territoriale et la sécurisation des personnes et des biens. Également, lors d'une mission de reconnaissance offensive dans la région de Kaye, plus précisément dans la zone de Lambatara, ce mardi 9 septembre 2025, les FAMA ont appréhendé 4 individus suspects en possession de 17 téléphones portables. Les investigations sont en cours. L'état-major général des armées rappelle les populations à la vigilance et au patriotisme. Les FAMA ne ménageront aucun effort pour traquer et neutraliser les terroristes où qu'ils se trouvent. Retournons à Koulouba, cette fois-ci au Conseil économique, social, environnemental et culturel. Le président de l'Institut a reçu successivement le nouveau directeur général d'Ecobank Mali et le président de l'Association des établissements privés d'enseignement supérieur du Mali, AEPS. Si avec le responsable de l'institution financière, il a été question d'explorer les pistes de collaboration avec Yacouba Katile, le deuxième entretien a porté sur la présentation du nouveau bureau de l'AEPS et les questions d'intérêt commun. Mohamed Kayantao et Taïb Adjaouyakoui ont suivi les deux audiences pour ORTM. Deux personnalités, deux domaines d'intervention différents. Il s'agit du directeur général d'Ecobank Mali et du président de l'Association des établissements privés d'enseignement supérieur du Mali, AEPS. Chacun a pris la tête de son organisation en juin dernier. Les deux personnalités ont rencontré successivement le président du Conseil économique, social, environnemental et culturel. Le nouveau responsable de l'institution financière, Suleiman Touré, a échangé avec Yacouba Katile sur les pistes de collaboration avec la 8e institution. Il y a un certain nombre de volets sur lesquels nous avons parlé et qui sont vraiment des volets d'intérêt commun entre le Conseil économique et Ecobank Mali, faire en sorte qu'on puisse les réaliser et ça encore dans l'intérêt de notre pays. On va travailler davantage pour vraiment apporter notre contribution afin que vraiment notre pays continue d'être résilient, surtout sur un plan économique. À la tête de l'AEPS depuis seulement 3 mois, Dr Mohamed Gakou est venu présenter sa nouvelle équipe à Yacouba Katile afin de recevoir les conseils du président de l'institution. Nous avons souhaité naturellement rencontrer, on va dire, les décideurs du pays et nous avons souhaité également bénéficier des conseils avisés et surtout de l'éclairage de tout un chacun, de toutes les parties prenantes. Et c'est dans ce cadre-là que nous avons souhaité rencontrer les dirigeants du Conseil économique, social, environnemental et culturel qui aujourd'hui garantit, si vous voulez, le climat social, l'apaisement au Mali pour que nous soyons vraiment guidés par rapport à nos, on va dire, à nos objectifs, à nos missions, pour faire en sorte que nous puissions mieux jouer notre rôle dans ce climat d'apaisement et surtout de construction du développement de notre nation. Ce mardi, Suleiman Touré et Dr Mohamed Gakou étaient tous accompagnés d'une forte délégation. Tous se disent comblés des échanges avec le président du Conseil économique, social, environnemental et culturel, un instrument de médiation sociale. À Ségou, le ministre de l'Industrie et du Commerce était hier dans les usines sucrières Soukala et Nsoukala à Doukabougou, Bewani et Siribala suite aux récentes attaques des groupes armés. Il s'agissait pour le visiteur de constater des visus le niveau des dégâts causés par ces attaques et de rassurer les travailleurs et la population de la volonté et de l'engagement des autorités de la transition pour la poursuite des activités de production de sucre dans ces usines. Et dans ce sens, toutes les dispositions sont prises par l'État, rassure le ministre qui était accompagné de la délégation chinoise, des autorités administratives et militaires de la région. Les détails avec Ramata Konaté et Cheikh Tangara.
Le ministre de l'Industrie et du Commerce sur le terrain en zone sucrière Soukala et Nsoukala, 2 unités fleurons de la coopération sino-malienne touchées récemment par des attaques des groupes armés. Le ministre vient galvaniser les travailleurs de ces sociétés et leur rassurer de la détermination des autorités du pays à œuvrer davantage pour la satisfaction des besoins de la population en sucre. Je suis ici aujourd'hui pour exprimer la ferme volonté, l'engagement et la détermination du président de la transition chef de l'État, le général d'armée Assimi Goïta, de garantir la sécurité de toutes les unités industrielles sur l'ensemble du territoire national. Soukala et Nsoukala, c'est 2589 emplois directs, mais c'est aussi 4900 emplois saisonniers. C'est 150 000 tonnes de production de sucre par an, soit 43% de la couverture de nos besoins, de notre besoin national. C'est aussi la satisfaction des besoins fondamentaux des populations, conformément à l'axe 3 de la lettre de cadrage adressée à M. le Premier ministre, chef du gouvernement, général de division Ablaye Mega, par le président de la transition chef de l'État, le général d'armée Assimi Goïta. Cette visite des centres de production de sucre est aussi marquée par une séance d'échange entre les parties maliennes et chinoises pour rassurer des dispositions prises par l'État du Mali. Il y a eu des dégâts, mais le gouvernement est totalement mobilisé, totalement déterminé à prendre toutes les mesures qui s'imposent au plan sécuritaire, au plan technique et au plan opérationnel pour le démarrage des 2 unités et dans le meilleur délai. Les 2 usines, Soukala et Nsoukala, vont démarrer leur saison le 15 décembre 2025. Il veut dire que l'amitié entre la Chine et le Mali, c'est comme une famille. Donc, et Soukala et Nsoukala, c'est comme l'enfant des 2 pays, puisque c'est un projet de collaboration entre les 2 pays. Donc, il veut d'abord remercier Monsieur le ministre ainsi que tous les Maliens qui ont accordé des soutiens et des accompagnements à nos 2 sucreries. Donc, dans le passé, à l'heure actuelle et dans le futur, Soukala, la Chine et le Mali sera toujours comme une famille. Et on va faire des efforts ensemble pour garantir la continuité de travail des 2 sucreries. À Dougabougou, Siribala et Bewani, partout, le ministre invite les travailleurs à plus d'union, de solidarité et de responsabilité pour l'approvisionnement de la population en sucre. Se donner la main pour la prochaine campagne sucrière, maître mot de cette visite, c'est garantir la stabilité sociale et la souveraineté en production de sucre. Pour ce faire, l'État ne va pas lésiner sur les moyens. Aucun temps n'est trop pour la paix et la réconciliation. C'est pourquoi les 60 mois derniers, soit 5 ans, les autorités de la transition ont tout mis en œuvre pour une paix durable au Mali. Cela s'est traduit par l'appropriation du processus de paix avec la fin de l'accord d'Alger. Un processus inclusif qui a abouti à l'adoption de la charte pour la paix et la réconciliation nationale. Concomitamment, le processus de désarmement, de démobilisation, de réinsertion et d'intégration a commencé. Le département s'est penché également sur les causes profondes de la crise, à savoir la pauvreté. Ce sont là, entre autres actions phares du département en charge de la paix, de la réconciliation nationale et de la cohésion sociale. Retour sur les acquis majeurs dans le processus de paix et de réconciliation avec Bemba Sibi. Ça y est, le Mali dispose d'une boussole pour la paix et la réconciliation nationale avec la charte pour la paix qui a été remise au président de la transition le mardi 22 juillet 2025. Une charte composée de 16 titres, 39 chapitres et 106 articles qui prévoient des mécanismes concrets pour résoudre les conflits communautaires, assister les victimes, réintégrer les ex-combattants et développer les zones défavorisées. Le document réaffirme aussi l'unité et l'indivisibilité de l'État. Il est surtout le fruit d'un processus national et inclusif engagé après le retrait du Mali de l'accord d'Alger le 25 janvier 2024. Un signal fort qui annonce que désormais, au problème malien, il y aura des solutions maliennes. Parallèlement à ce processus, le département en charge de la paix, de la réconciliation et de la cohésion sociale s'est attelé à l'opérationnalisation de l'autorité de gestion des réparations en faveur des victimes des crises au Mali. Elle a déjà traité plus de 30 000 dépositions, dont près de 3
3500 issus des consultations collectives. L'évaluation préliminaire de 3149 dépositions a également été faite. Le processus de désarmement, de démobilisation, de réinsertion et d'intégration a été lancé en 2024. Ce programme prévoit l'intégration de 2000 ex-combattants dans les forces armées maliennes en tant que soldats de deuxième classe ainsi que la réinsertion socio-économique de 1000 autres ex-combattants dont les anciens inaptes du mécanisme opérationnel de coordination. Des missions de prospection ont également eu lieu à Ségou, Mopti, Menaka, Tombouctou et Gao pour définir les modalités de collaboration et de coordination avec les acteurs régionaux pour le bon déroulement des opérations. Les cadres de dialogue communautaire créés ont permis de résoudre plusieurs conflits et d'ouvrir des voies de négociation. D'autres activités de cohésion sociale ont été réalisées par la mission d'appui à la réconciliation nationale en droite ligne avec les axes et les objectifs stratégiques de la stratégie nationale de réconciliation. Depuis 2022, le ministère organise des activités dans le cadre de la Semaine nationale de la réconciliation qui se tient chaque année du 15 au 21 septembre avec pour objectif principal de recoudre le tissu social, renforcer la réconciliation et la cohésion nationale. La dernière édition a permis de renforcer les liens entre les pays membres de l'Alliance des États du Sahel avec la participation des délégations ministérielles du Niger et du Burkina Faso, créant ainsi un cadre de coopération régionale pour la paix et la stabilité. Le département en charge de la paix et de la réconciliation nationale, conscient qu'il ne saurait y avoir de paix durable et de réconciliation véritable sans développement inclusif, s'est attelé à mettre en place des projets d'envergure nationale. Le projet communautaire de relèvement et de stabilisation du Sahel et le projet de résilience communautaire et de services inclusifs au Mali, Malidenko, s'inscrivent dans cette dynamique. Les deux projets s'appuient sur l'approche de développement conduit par les communautés qui place justement le communauté au centre du processus de développement. L'Agence de développement des régions du nord du Mali a mené également des actions de réinsertion socio-professionnelle pour les jeunes non-combattants dans les régions de Tombouctou, Gao, Kidal, Menaka et Taoudéni. Ces initiatives incluaient des formations qualifiantes, l'aide à la création de micro-projets et un soutien à l'auto-emploi. L'agence a aussi mis en œuvre des projets d'infrastructure d'eau en installant 88 adductions d'eau sommaire réparties dans les régions de Tombouctou, Gao, Kidal, Taoudéni et Menaka, 3 micro-barrages filtrants dans la région de Kidal. Plusieurs autres actions ont été posées par le ministère en charge de la paix et de la réconciliation nationale, notamment l'élaboration et la mise en œuvre de la stratégie pour le retour de la population de Kidal et Badjangara, l'organisation de dialogues intercommunautaires et des missions de bons offices sur l'ensemble du territoire national pour mieux asseoir la cohésion sociale et le vivre ensemble, ou encore la relecture des textes de la mission d'appui à la réconciliation nationale, de la Commission nationale d'intégration et de celle en charge du désarmement, démobilisation et réinsertion conformément aux recommandations du dialogue intermalien. Les perspectives restent bonnes, les acquis vont être renforcés, les défis relevés, notamment la vulgarisation de la Charte nationale pour la paix et la réconciliation pour renforcer l'appropriation nationale des principes de paix et de cohésion, la création et l'opérationnalisation d'un observatoire pour le suivi de la mise en œuvre de la Charte nationale pour la paix et la réconciliation nationale. La main du gouvernement reste tendue, convaincu que la paix se construit ensemble. Il est donc impérieux de tourner la page des divisions pour bâtir un Mali uni, fort et souverain. Pendant les 5 ans de la transition, le ministère de l'Éducation nationale a engendré beaucoup de réformes. Parmi les réalisations majeures, on peut noter la construction de 10 lycées publics, dont 3 d'excellence, de 167 écoles fondamentales, la poursuite des activités du PRODES 2 et du curriculum, la dotation de certains établissements techniques et professionnels d'équipements de formation des dernières générations, la digitalisation des administrations. 2000 classes ont été également rénovées dans le cadre du programme présidentiel. Des précisions sur les 5 ans de réalisation du ministère de l'Éducation nationale avec Fadema Keita. Le déroulement normal des cours pour que l'année scolaire soit efficiente est l'ambition que s'était au préalable fixé les différents ministres de l'Éducation nationale de la transition. Donc, du début de la transition à ce jour, le ministère de l'Éducation nationale a d'abord mis fin au perpétuel sauvetage de l'année scolaire, au non-épuisement des programmes académiques, surtout dans les écoles publiques. Aujourd'hui, c'est l'école malienne qui est entièrement sauvée.
Cette prouesse, fruit d'un consensus avec les syndicats d'enseignants, facilite l'exécution correcte des milliers de réalisations déjà perceptibles. Ainsi, par ordre de priorité, les ministres qui ont dirigé le département en collaboration avec les directeurs techniques, les acteurs et partenaires du monde de l'éducation ont d'abord songé à l'amélioration de l'accès ou à la construction des infrastructures et du cadre de vie et d'apprentissage dans les écoles fondamentales, secondaires et dans les établissements techniques et professionnels. Vu le nombre croissant d'élèves et étudiants, construire de nouvelles infrastructures scolaires, rénover les classes défectueuses et réparer, voire doter des écoles de nouveaux mobiliers reste l'une de leurs priorités. C'est dans ce cadre que beaucoup de réalisations ont été faites, notamment les travaux de construction de 2 lycées d'excellence sur le site de Nafadji dans la commune rurale du Mandé, celle de Kati, et sur le site de Togo, commune rurale de Sebougou, celle de Ségou. Il y a eu également l'extension et l'équipement de 10 lycées publics existants, dont 7 blocs réalisés et 3 en cours. Sans oublier l'ouverture du lycée public de Kaindi au titre de l'année scolaire 2024-2025. Sont aussi en cours 2 constructions, celle de l'IFE de Kita et du lycée professionnel de Nyoro. Les centres virtuels de formation des IFM, des instituts de formation des maîtres de Sikasso, Bougouni, Sévaré, Koro et Tombouctou sont en pleine réhabilitation. Ils permettent ainsi d'élargir l'accès à l'apprentissage et de diversifier surtout les pratiques pédagogiques. Le président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta, dans le cadre de ses œuvres sociales et de son programme présidentiel, a réhabilité 2000 salles de classe et 230 autres dans 63 écoles des régions de Mopti, Banyangra, Douanza, Tombouctou, Gao et Kidal. Doté les 26 académies d'enseignement des 19 régions d'ici de Bamako d'infrastructures à hauteur de souhait est l'ambition première du département. Pour pallier le manque d'établissements au niveau du public, les réalisations se poursuivent. 167 nouvelles écoles fondamentales sont en construction, ce qui fait un total de 500 salles de classe, de 167 bureaux, magasins et 334 blocs de 3 latrines et de 98 espaces d'apprentissage temporaire. Pour éviter l'abandon des enfants des parents démunis inscrits dans des écoles éloignées, la politique des écoles de cantines scolaires se poursuit. Pour la seule année scolaire 2025, 24 écoles fondamentales ont été dotées de cantines scolaires pour un coût total de 700 millions de francs CFA. Dans le cadre du transfert des ressources aux collectivités, 5,113 millions 238 000 francs CFA sont injectés par l'État pour l'approvisionnement des 1885 écoles à cantines scolaires. C'est là pour la seule année de 2025. À ceci s'ajoute la formation de 200 membres des comités techniques pour la mise en œuvre de la déclaration sur la sécurité dans les écoles des 11 régions affectées par l'insécurité à leur rôle et responsabilité. Dans le même cadre, se sont tenues plusieurs rencontres communautaires dans les dites régions auxquelles 869 personnes ont participé. À la suite de la campagne Back to Learning, 5000 kits scolaires sont distribués. En plus, des milliers d'enfants hors école sont pris en charge à travers des alternatives éducatives telles que la stratégie de scolarisation accélérée passerelle. C'est une formule éducative accélérée qui permet aux enfants, garçons et filles de 8 à 12 ans d'être transférés en 4e année de l'école primaire. Les différents ministres de l'Éducation nationale ont accordé une place de choix à la poursuite de la mise en œuvre du programme vigoureux d'alphabétisation et de promotion de la scolarisation des filles dans l'enseignement fondamental. Ces réalisations seraient peine perdue sans amélioration de la qualité des enseignements et apprentissages. C'est dans cette optique que le département s'attelle à la poursuite et à la mise en œuvre de la réforme de la formation initiale des maîtres Bac+3 des IFM, ainsi que des formations des maîtres. Cela à travers des documents élaborés pour l'opérationnalisation de la dite réforme. Dans la même mouvance, le département se bat afin que le curriculum de l'enseignement normal, déjà une réalité, s'accélère. Le ministère estime que l'État a plus que jamais besoin des cadres techniques et professionnels entrepreneurs autonomes pour résorber le chômage par la création d'emplois, le renforcement des plateaux techniques et une formation adaptée des encadreurs et apprenants s'impose alors. C'est pourquoi 12 ateliers de 4 établissements d'enseignement techniques et professionnels, ESICA, CFPSA, IFSAB et le lycée technique professionnel ont été dotés d'équipements de pointe de dernière génération. Ces équipements acquis dans le cadre de la coopération Mali-Japon vont substantiellement améliorer les compétences professionnelles des apprenants. Les séries scientifiques, mathématiques, physique, chimie et SVT
traité, des lycées publics ont aussi reçu 89 484 fascicules, de quoi susciter l'engouement des matières scientifiques chez les apprenants. Le pays étant dans des crises multiformes, le ministère de l'Éducation nationale a jugé nécessaire d'intégrer des thématiques sur la prévention et l'extrémisme violent, la promotion de l'état de droit et des concepts liés au genre dans les programmes d'études du curriculum de l'enseignement fondamental. Dans la Constitution du 22 juillet 2024, l'article 31, à travers la loi organique déterminant les conditions et les modalités d'emploi des langues officielles du Mali, le ministre de l'Éducation nationale s'active pour que leur vulgarisation et étude par les structures spécialisées soit efficiente. Notamment la traduction de la Constitution, du Code minier et des documents du Malikoura Tasraka Ben Sam Bafla Animbi Orni Sabama. Au niveau du préscolaire, il y a eu le renforcement des capacités 2293 mères éducatives en 20 pôles de formation sur l'échelle nationale au module d'initiation aux notions des mathématiques élémentaires des enfants d'âge préscolaire. Sont également élaborés des programmes des centres d'alphabétisation fonctionnelle et révisés ceux des centres d'éducation pour le développement. N'oublions pas que l'efficience de toutes ces réalisations passe par l'amélioration de la gouvernance. Dans ce domaine, beaucoup d'efforts sont fournis, parmi lesquels la poursuite de la mise en œuvre du PRODECT, la révision en cours et l'évaluation de la politique nationale de la scolarisation des filles, l'élaboration du document de politique nationale enseignante. Continue également le processus de digitalisation grâce à l'implémentation des solutions modernes qui répondent aux défis du secteur éducatif tout en visant l'efficacité administrative, la transparence et l'accès à l'information pour tous les acteurs de l'éducation. L'implémentation, par exemple, du portail du ministère de l'Éducation nationale piloté par la cellule de planification des statistiques qui est le www.portduc.mail. Il a fait même l'objet d'une présentation en présence du Premier ministre devant la commission ministérielle en charge de la digitalisation. L'organisation des États généraux de l'éducation et la mise en œuvre des conclusions et recommandations en application donnent aujourd'hui un coup d'accélérateur qui est en train de nos jours de perfectionner notre système éducatif. Après de nombreuses années d'interruption, les activités pédagogiques ont repris à Kidal. Une reprise sanctionnée par l'organisation reçue des examens dans la région. Dans les 26 académies d'enseignement fondamental du pays, on constate d'année en année une parfaite organisation des examens. Et les résultats issus des 10 examens reflètent les dispositions prises en amont. Le ministère de l'Éducation nationale s'est résolument engagé à poursuivre l'assainissement continu du déroulement des examens sur toute l'étendue du territoire national, histoire d'inviter tous les Maliens à s'impliquer pour que l'école malienne, pôle de formation jadis de beaucoup d'élites de la sous-région, retrouve sa noblesse d'antan. Ce mardi 9 septembre 2025, une rencontre chargée d'émotions a eu lieu entre le ministre de la Défense et des anciens combattants, le général des corps d'armée Sadio Camara et les pupilles de la nation. Un moment empreint de souvenirs et d'espoir pour l'avenir. Moussa Camara nous plonge au cœur de cette cérémonie symbolique mêlant reconnaissance et respect avec le concours de la DIRPA. L'intonation de l'hymne national et celui de l'AES que la rencontre entre le ministre en charge de la Défense et les pupilles a commencé. Un instant empreint de solennité avant de laisser place à des visages juvéniles sérieux et chargés d'histoire. Ces jeunes, souvent encore adolescents, ont vécu la tragédie de perdre un parent soldat tombé pour la défense du Mali. Aujourd'hui, en tant que pupilles de la nation, ils portent à la fois un héritage et un espoir. Un héritage qu'ils sont appelés à préserver et à transmettre aux générations futures. Nous pensons que la citoyenneté ne s'enseigne pas seulement par les mots, mais surtout par les rencontres, les institutions et les exemples vivants. Voilà pourquoi nous avons voulu que nos pupilles viennent au cœur même de l'appareil de défense nationale, comprendre, poser des questions, voir de leurs yeux ce qu'implique le service de la nation. Pour le ministre de la Défense, cet accueil n'est pas seulement une formalité, mais un devoir, celui d'honorer les sacrifices de ses frères d'armes tombés sur le champ d'honneur. C'est l'avenir du Mali, l'espérance de notre nation et les héritiers d'un patrimoine qui nous est cher, celui de notre souveraineté, de notre dignité et de notre unité. Chers filles, chers enfants, en ces moments de turbulence, c'est l'amour de la patrie qui appelle
de résister, de se relever et de continuer à avancer. Aimer son pays, chers enfants, ce n'est pas un simple sentiment, c'est un engagement. C'est être fier de son histoire, respecter ses symboles et surtout travailler chaque jour avec désintéressement pour son développement et son rayonnement. Servir le Mali, ce n'est pas rechercher un intérêt personnel, c'est donner le meilleur de soi, sans calcul, parce que l'avenir de la nation est plus grand que nos intérêts individuels. La rencontre s'est achevée par un geste symbolique, celui du plus jeune des pipis remettant un cadeau au ministre de la Défense, un acte de reconnaissance et d'espoir. Puis la cérémonie s'est conclue par une photo de famille immortalisant ce moment unique où la gravité de l'instant a cédé la place à de légers sourires. Une flamme d'espoir continue de briller et que l'avenir se construit dans la solidarité et l'unité. Le deuxième atelier d'évaluation des capacités phytosanitaires se tient à l'Office de protection des végétaux du 8 au 12 septembre 2025. La rencontre vise à revoir le cadre législatif et réglementaire de la protection phytosanitaire et d'élaborer une stratégie commune en vue de renforcer la sécurité alimentaire et nutritionnelle des populations. Compte rendu Djemba Moussa Konati. Présentement, l'Office de protection des végétaux est en train de mettre en œuvre 2 stratégies de protection des végétaux sur le terrain. Il s'agit de la stratégie de surveillance et de lutte contre les ravageurs à l'intérieur du pays et celle du contrôle phytosanitaire à la frontière. À travers cet atelier, les acteurs de la protection des végétaux entendent mettre en place un organisme de protection des végétaux qui assure ces 2 missions ensemble. Cette évaluation des capacités phytosanitaires qu'on est en train de faire commence même par la revue de la législation pour donner au pays une législation conforme aux engagements internationaux, notamment la Convention internationale pour la protection des végétaux et l'accord des mesures espèces de l'OMC. Cette rencontre vise également l'actualisation de la réglementation en vigueur en termes de protection des végétaux. C'est là pour donner au Mali une législation conforme aux engagements internationaux. Les bénéfices attendus de cette réforme sont considérables. Entre autres, la réduction significative des interceptions aux frontières, l'amélioration de la compétitivité des produits agricoles maliens et surtout le renforcement de la sécurité alimentaire et nutritionnelle des populations. Je suis convaincu que cette deuxième session sera une étape importante dans le renforcement de nos capacités phytosanitaires. Ensemble, nous pouvons faire une différence significative pour la santé des végétaux, pour la sécurité alimentaire et nutritionnelle et pour un avenir plus durable. Cet atelier devra permettre de doter notre pays d'une stratégie nationale unifiée de protection des végétaux afin d'améliorer l'exportation de nos produits vers l'extérieur. Lancement ce matin de l'atelier de formation de l'enquête nationale sur la sécurité alimentaire et nutritionnelle. En chiffre, plus de 500 agents sont retenus pendant 10 jours à travers les 19 régions et les districts de Bamako pour un budget de plus de 500 millions de francs CFA pour ce premier passage. La cérémonie était présidée par le commissaire à la sécurité alimentaire, Alpha Maïga. C'est à la maison des aînés, dans une atmosphère empreinte de détermination et d'espoir, que le commissaire à la sécurité alimentaire a ouvert l'atelier de formation des enquêteurs. Il s'agit de ceux en charge de l'enquête nationale sur la sécurité alimentaire et nutritionnelle. Cet événement marque une étape cruciale dans le cadre du démarrage de l'enquête pour le premier passage de la campagne agro-silvopastorale 2025-2026. L'objectif principal visé, c'est collecter des données de qualité pour donner la situation alimentaire et nutritionnelle du pays dans toute la zone en insécurité alimentaire et nutritionnelle. Au regard de la grande expérience dont jouissent les experts de la VASSAN et des partenaires contributeurs, je suis convaincu que cette formation permettra de vous outiller suffisamment pour une meilleure maîtrise de la méthodologie de collecte et des questionnaires. De
Devant un parterre de représentants des organisations internationales dont la FAO, le PAM et l'UNICEF, le ministre a exprimé sa gratitude envers l'État et les partenaires techniques et financiers qui soutiennent ce processus. Sur un budget de 505 millions nécessaires à la mise en œuvre de ce premier passage de Lansane, 437 millions sont à ce jour mobilisés. Par l'État, 149 millions, l'UNICEF, 152 millions, le Programme alimentaire mondial, 120 millions et la FAO, 16 millions, soit un taux de mobilisation de 82% à ce jour. Cette enquête se déroule sur toute l'étendue du territoire. La formation porte sur 5 centres. Cette enquête va regrouper près de 510 personnels, parmi lesquels 38% de femmes. Cette enquête est fondée sur des preuves multisectorielles de qualité irréprochable. Les caractéristiques socio-démographiques, les indicateurs de sécurité alimentaire, les indicateurs de la nutrition, les indicateurs de la protection des enfants, tous vont être effectivement renseignés par cette enquête. Le ministre a appelé les enquêteurs à faire preuve de professionnalisme et d'assiduité tant durant la formation qu'en terrain. L'atelier marque ainsi le début d'une nouvelle phase dans la lutte pour la sécurité alimentaire et la nutrition au Mali. Rendons-nous à présent dans la capitale de l'Or-Blanc où la Direction nationale de l'agriculture a effectué une mission de supervision de la campagne agricole 2025-2026. Il en résulte que l'état d'évolution de la campagne est satisfaisant même si le cotonnier est menacé par des insectes appelés jacides. De Koutiala, le compte-rendu de Brimakoni et Assitamberti. Une mission de supervision de la campagne agricole 2025-2026 de la Direction nationale de l'agriculture sillonne les exploitations agricoles de la région de Koutiala. L'objectif de la mission est de s'enquérir de l'évolution de la campagne. L'hivernage de cette année se passe très bien ici à Koutiala. J'ai fait 11 hectares de maïs, un demi-hectare de riz et 3 hectares de sorgho. La physionomie de la campagne agricole est jugée bonne dans la région de Koutiala. La situation phytosanitaire est relativement calme malgré l'apparition des jacides dans les champs de coton. La situation phytosanitaire est sous maîtrise. Nous remercions l'État malien et la CMDT ce qui concerne la prise en charge prompte en tout cas de traitement de ces acides-là. L'évolution des cultures est normale. Le niveau de réalisation, en tout cas au niveau de la région, est satisfaisant. L'exercice de cette mission a consisté à apprécier les réalisations, donner des conseils aux producteurs et chercher à savoir s'ils ont reçu des formations par rapport aux bonnes pratiques agricoles, aux techniques diffusées ainsi qu'aux activités liées au changement climatique. L'approvisionnement en intrants a pris du retard, mais quand même les gens ont beaucoup utilisé la fumure organique. Et là, nous nous sommes rendus compte que l'utilisation de la fumure organique a donné des effets. Ça, c'est des visus. Donc mes impressions quand même sur la campagne, elles sont bonnes. Je pense que si la pluie suit son cours normal, c'est-à-dire la campagne serait bonne. Reste à mener une synergie d'action d'éradication des nuisibles et souhaiter que le rythme actuel de la pluviométrie soit maintenu. Distribution des kits dignitaires et d'hygiène aux femmes et filles de la région de Tombouctou. Elle est organisée par l'ONG Ouir Nalakou. Ce geste humanitaire s'inscrit dans le cadre de la phase 3 du programme spécial d'aide aux associations et fondations PESAF. Reportage Saloum Konati. Elles sont une quarantaine de femmes et filles de la région de Tombouctou à bénéficier des kits d'hygiène. Ce geste de bienfaisance marque le lancement des activités du programme spécial d'aide aux associations et fondations PESAF 3 avec l'accompagnement du ministère de l'administration territoriale. Une initiative portée par l'ONG Wirnal Hakou. Ce lancement n'est pas une simple formalité. Il témoigne de notre engagement à mettre en œuvre au plus près des communautés des projets concrets, utiles et porteurs d'espoir. Les projets que nous portons aujourd'hui, bien que différents dans leur nature, il s'agisse de résilience climatique, de soutien aux femmes, de promotion des droits humains ou de renforcement de la cohésion sociale, ont un objectif commun: améliorer durablement les conditions de vie des populations de Tombouctou avec une attention particulière pour les groupes les plus vulnérables. Ces gestes nous vont droit au cœur. Nous remercions nos autorités ainsi que les membres de l'association. Les autorités présentes
ont réaffirmé leur attachement et leur volonté d'accompagner la continuité de ce programme au service des populations. Il me plaît aujourd'hui quand même de voir que c'est les femmes et les filles qui sont les bénéficiaires. Ceci prouve à suffisance encore que nous avons toujours l'attention particulière sur vous, parce que lorsque vous êtes heureuse, c'est toute la famille qui est heureuse. Le choix porté sur Winal Hakou pendant la phase 3 illustre à suffisance l'attention du PESAF en direction des populations les plus démunies. Aujourd'hui, ce lancement traduit non seulement la volonté des plus hautes autorités de la transition, mais également les résultats probants que les bénéficiaires du PESAF2 ont su prouver de par leur sérieux, comme en témoignent les différentes missions de suivi et évaluation de la coordination du PESAF. La coordinatrice de l'ONG Winal Hakou sollicite l'appui et l'accompagnement constant des autorités régionales, des services déconcentrés de l'État ainsi que des partenaires techniques présents à Tombouctou. Le projet Nekasigida Ngafasoko a rassemblé ce week-end les jeunes de la commune 4 du district de Bamako à Sébenikoro. Le rendez-vous du jour porte sur la production de briques pavées pour les quartiers de la commune. Tous sont motivés dans ce sens. Ce projet est une initiative du collectif pour 5 ans ou plus, devenue une réalité grâce au ministère en charge de la jeunesse et soutenu par le président de la transition, chef de l'État, le général d'armée Assimi Goïta. Le compte rendu de Djouratie Diakité et Sidiki Balo. Le projet Nekasigida Nkafasoko met en compétition les quartiers du district de Bamako. Il vise à embellir la capitale malienne. Ici, à Sébenikoro, enfants, jeunes, filles et garçons sont requinqués pour la cause publique. Produire au minimum 10 000 pavés pour les quartiers de la commune 4 chaque samedi. Un projet suivi de près par le collectif pour 5 ans ou plus. L'initiative a commencé la semaine dernière. Nous l'avons fait et nous avons même dépassé les défis. Donc tout ceci rentre dans un cadre en réalité de produire une nouvelle jeunesse qui est engagée pour la construction du pays. Nous demandons à la jeunesse malienne de s'élever et de travailler pour soutenir nos autorités de la transition à travers cette belle initiative qui vise à embellir nos quartiers. Des associations et organisations de la société galvanisent les jeunes de la commune dans cette compétition. Les travaux du projet Nekasigida Nkafasoko sont sous la supervision d'une société de la place. Le ministre de la Jeunesse est venu nous rendre une visite. Nous avons vraiment aimé parce qu'il nous a montré l'exemple. La commune 4 va gagner le challenge qui est le concours du plus beau quartier. Inch'Allah. Mettons en valeur nos quartiers parce que le développement commence d'abord par nos quartiers. Ici en commune 4, les jeunes sont bien mobilisés. C'est ce qu'on demande à la population, de bien sortir, bien nous encourager dans le travail que nous faisons. C'est de la bonne qualité, avec de bons mélanges. Après la fabrication, les pavés seront répartis entre les quartiers de la commune 4. Le projet Nekasigida Nkafasoko est financé par le président de la transition, chef de l'État, le général d'armée Assimi Goïta. Il a mis à la disposition des communes 1000 tonnes de ciment et des matériels de fabrication de briques pavées. Célébration samedi dernier de la journée internationale de la kinésithérapie. Cette discipline de santé utilise le mouvement, la gymnastique, les exercices, les massages et les techniques de rééducation. Elle vise à prévenir, traiter ou limiter les troubles du corps liés à une maladie, un accident, un handicap ou au vieillissement. La journée de la kinésithérapie est célébrée chaque année le 8 septembre. Cette édition est placée sous les thèmes le vieillissement en bonne santé, prévention des chutes et de la fragilité, une façon de mettre en lumière le rôle essentiel des kinésithérapeutes dans le maintien de la mobilité et de l'autonomie des personnes âgées. Compte rendu Soumao Aïdara. Au Mali, la fragilité liée à l'âge apparaît généralement dès 60 ans. Pour sensibiliser à cette réalité et promouvoir des solutions adaptées, les kinésithérapeutes se mobilisent à travers la journée internationale de la kinésithérapie. Cette journée est célébrée le 8 septembre de chaque année par l'ensemble de la Confédération mondiale de la kinésithérapie. Vous savez que la kinésithérapie est une discipline transversale, paramédicale, spécialisée dans la prise en charge des affections urogénitales, neurologiques, rhumatologiques, musculo-squelettiques, cardio-respiratoires, etc. Elle porte assistance aux personnes malades et blessées en situation de handicap et souvent même aux personnes bien portantes. Un mode de vie sain, incluant une activité physique régulière, est essentiel pour limiter les maladies chroniques,
et améliorer le bien-être. Il faut aussi promouvoir des environnements adaptés pour soutenir la santé physique et mentale de tous, en particulier des personnes âgées. Le Centre national d'appareillage orthopédique du Mali est fier d'apporter sa contribution quotidienne à la rééducation fonctionnelle et à l'appareillage, avec plus de 2000 patients suivis en kinésithérapie en 2024, pour un total de plus de 22 000 séances de kinésithérapie. L'activité est soutenue par des partenaires tels que Humanité et Inclusion, les CICR, la Maison des Aînés ainsi que l'Ordre des infirmiers. Leur implication a permis de souligner l'importance de promouvoir la prévention et l'accompagnement des personnes âgées. La kinésithérapie en tant que science et art du mouvement occupe une place centrale dans la prise en charge globale des patients. Je réaffirme notre volonté d'œuvrer main dans la main avec vous, dans un esprit de solidarité et de complémentarité, afin que chaque patient au Mali puisse bénéficier de soins de qualité et adaptés à ses besoins. À travers cette journée, les kinésithérapeutes entendent mieux faire connaître leur métier et rappeler l'importance de la prévention pour garantir un vieillissement actif et en bonne santé. L'amphithéâtre Tcherno-Bokar de la Bibliothèque nationale a servi de cadre à la tenue de la cérémonie de remise des cahiers citoyens et le vernissage des cartes administratives du Mali. Ces cahiers citoyens en 3 volumes sont imprimés avec la Constitution du Mali du 22 juillet 2023 et les textes fondamentaux de l'AIS. Cette activité est une initiative de la Maison de distribution et distribution et l'Institut de géographie du Mali. Reportage Ibrahim Kaoukonate et Suleiman Djabati. Rendre les cartes administratives du Mali plus accessibles par la population et donner des outils de travail aux élèves contenant des textes fondamentaux du Mali et de l'AIS, voilà tout l'essence de cette cérémonie de remise. Une remise initiée par l'édition EDIS Distribution et l'Institut géographique du Mali. Nous sommes partis du constat que certains outils scolaires sont utilisés de façon un peu désordonnée et qui ne reflètent pas trop souvent, ou plutôt très souvent, ce que nous attendons de cela. Il serait bon qu'on revienne aux fondamentaux de cette culture-là en faisant en sorte que les éléments essentiels qui sont enseignés effectivement dans les écoles figurent sur la couverture de chacun des cahiers que nous avons proposés ici. Donc c'est uniquement pour contribuer à la visibilité des textes fondamentaux et du Mali et de l'AIS, pour contribuer également à la construction de l'esprit citoyen du Malien. On a fait des cartes pour la direction générale des collectivités, où on a fait les 19 régions, plus le district Bamako. Ensuite, on a fait aussi les cartes des cercles, donc les communes, tout, donc les arrondissements, les 400 et quelques arrondissements, les 815 communes et autres cartes économiques, les cartes physiques et autres. Pour protéger la contrefaçon, les stickers ont été apposés par les représentants des départements en charge de la culture, de l'éducation et des transports. L'importance de ces stickers, c'est pour authentifier que c'est des cartes made in Mali et que c'est des cahiers made in Mali. Donc c'est pour lancer un appel à tous les contrefacteurs, tous ceux qui vont se livrer à la contrefaçon de ces documents-là, pour dire non à la contrefaçon. C'est des documents qui sont protégés. Les cahiers citoyens destinés aux élèves et étudiants des écoles fondamentales, secondaires et universitaires sont désormais disponibles aux éditions EDIS Distribution. Au Niger, l'université d'Andiko d'Ankoulodo de Maradi vient d'être distinguée par le Conseil africain et malgache pour l'enseignement supérieur CAMES. En effet, 26 enseignants-chercheurs de l'institution ont été promus au grade de professeur et maître de conférence à l'issue du dernier concours du CAMES. La cérémonie de port de toge des récipiendaires s'est déroulée sous la présidence du ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation technologique, le professeur Mahamadou Saïdou. Compte rendu Sanda Natayi et Nassitou Nakakali.
Le professeur Mahamadou Seydou a présidé ce matin à l'université d'Andouko Dankoulodo de Maradi en présence du gouverneur de la région, le contrôleur général des polices Issoufou Maman, la cérémonie de port de toge à 26 enseignants-chercheurs qui passent au grade de maître de conférence et 6 maîtres de conférence qui passent au grade de professeur. Ce à l'issue du concours organisé par le Conseil africain et malgache de l'enseignement supérieur CAMES. Après le mot de bienvenue du président du comité d'organisation, Dr Akouriki Adamou, le recteur de l'université d'Andouko Dankoulodo de Maradi, professeur Mohamed Gunga, a noté que cette cérémonie est un signe de prestige, de dignité et d'accomplissement académique qui honore son institution. Dès sa création, l'UDEDEM a enregistré ses premiers promus au CAMES. Depuis lors, la progression a été continue et remarquable. Aujourd'hui, notre université peut se targuer d'avoir hissé fièrement des dizaines d'enseignants-chercheurs au grade du CAMES, certains occupant même des fonctions dans les jurys internationaux de l'institution. Preuve que l'université d'Andouko Dankoulodo est une université de mérite et d'avenir. Président de cette cérémonie, le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation technologique, professeur Mahamadou Seydou, a souligné que ce port de toge est le résultat d'un travail abattu et des sacrifices consentis par les impétrants dont le sacre ouvre de nouvelles conquêtes scientifiques et pédagogiques au service de l'humanité. Dans un monde en pleine mutation, marqué par la révolution numérique, les défis environnementaux, sociaux, sanitaires et sécuritaires, votre expertise est plus que jamais nécessaire. Vous êtes appelés à bâtir des ponts entre la science et la société, à renforcer la compétitivité de nos universités et à former des citoyens responsables et éclairés. À vous, jeunes chercheurs et étudiants, cette cérémonie doit être une source d'inspiration pour vous. Et engagez-vous à votre tour sur le chemin de l'effort, de la persévérance et de l'excellence. En marge de cette cérémonie, le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation technologique, Mohamed Seydou, a visité la ferme avicole de la faculté d'agronomie de l'université d'Andouko Dankoulodo de Maradi pour apprécier les efforts des investissements dans la recherche et l'innovation. Le Premier ministre burkinabé Jean-Emmanuel Ouédraogo, après sa visite dans les champs dans la région de Tanoua, a accordé des audiences à 4 délégations de la région. Des délégations qui sont ressorties satisfaites des échanges et engagées à accompagner la dynamique en cours au Faso. Le point des audiences avec Kassim Milogo et Kadouro Menki. Mettant à profit son séjour dans la cité du paysan noir, le Premier ministre accorde des audiences à différentes délégations. Tour à tour, il reçoit en premier lieu les chefs de circonscription de base et une délégation de FDS. Il nous a engagés en tout cas à être plus proches de la population, parce que certaines choses semblent souvent être évidentes pour nous, mais pas pour les populations. Au-delà de la guerre que nous faisons, de leur expliquer les enjeux qui sont autour de cette guerre que nous faisons contre le terrorisme. Nous sommes fiers de recevoir son Excellence, Monsieur le Premier ministre, dans notre région. Nous lui avons dit toute notre disponibilité, tout notre engagement à poursuivre la mobilisation des populations pour la mise en œuvre ici de la révolution progressiste populaire. En second lieu, les échanges se poursuivent avec les notabilités coutumières, religieuses et des représentants de la veille citoyenne. Nous avions en tout cas pris l'engagement auprès de son Excellence pour continuer toujours la lutte à leur côté. Et nous a aussi vraiment encouragés par rapport à tout ce que nous sommes en train de faire sur le terrain. Parce que c'est ensemble que nous allons gagner la lutte au niveau du Burkina, c'est-à-dire la lutte de notre souveraineté. Donc son Excellence en tout cas a bien voulu nous donner en tout cas de bonnes orientations, donner le bon message, lutter contre la désinformation et apporter le bon message à la population pour les emmener à être vraiment dans la dynamique. Pour ce qui concerne les coutumiers et religieux, c'est d'apprendre de nos valeurs pour dire que ces valeurs-là demeurent celles qui font en sorte que chacun reconnaisse la valeur de la transmission des connaissances
qui font qu'on organise une société et on vit dans cette société dans la paix et la quiétude. Et pour faire du pays des hommes intègres un havre de paix, le gouvernement peut compter sur les filles et fils de la région des Tanouya, qui au passage saluent les efforts consentis par les plus hautes autorités du pays. La région de Koulikoro interdit à son tour les manifestations publiques dites soirées Dior et pratiques assimilées. Les autorités régionales ont fait savoir cette décision lors d'une rencontre avec les représentants des légitimités traditionnelles religieuses et ceux de la société civile. Les contrevenants pourraient s'exposer à des sanctions prévues par la loi. Les participants de la réunion ont rassuré les autorités de la région de leur engagement à éradiquer le phénomène. Le compte rendu de Boubacar Sissoko et Adama Singari. Cette rencontre avec les représentants des légitimités traditionnelles, religieuses et de la société civile consacre l'interdiction formelle des manifestations publiques dites soirées Dior et pratiques assimilées dans la région de Koulikoro. Les danses exécutées lors de ces soirées sont à la limite obscènes. Elles ne cadrent pas avec nos bonnes mœurs. Le Mali est un pays de tradition, un pays de grandes valeurs. Nous sommes copiés, enviés partout à travers le monde. Donc nous sommes envahis par des traditions étrangères qui pervertissent nos sociétés. Donc nous avons décidé de prendre des actes interdisant ces pratiques qui sont néfastes et qui sont en déphasage avec nos us et coutumes. Les jeunes auteurs de ces danses sont conscients de l'importance de cette décision. Quant aux femmes, elles soutiennent également la décision des autorités régionales. Cette soirée Dior fait effet sur notre éducation. Pratiquement, nous les jeunes filles, on a tendance à mettre notre éducation aux valeurs à côté. Nous n'avons jamais connu cette pratique. Elle n'est pas conforme à nos valeurs sociales. Nous ne devons pas se comparer aux réalités des autres. S'il plaît à Dieu ici à Koulikoro, ces soirées ne vont jamais prospérer. Les contrevenants de cette décision s'exposeront à des sanctions réglementaires. Il est à rappeler que ces soirées Dior sont virales sur les réseaux sociaux. Elles ont également démarré dans certains pays voisins. La tendance est en train de gagner du terrain au Mali. Et quant à la justice, elle brandit la rigueur de la loi. Par une note ferme, le ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, garde des Sceaux, a ordonné aux procureurs généraux ainsi qu'aux procureurs de la République de prendre toutes les dispositions nécessaires pour réprimer avec la plus grande sévérité les auteurs, co-auteurs et complices des soirées Dior. Soirées Dior sont des rassemblements dénoncés pour leur caractère libertin et obscène, en contradiction flagrante avec les us et coutumes du pays, suivant le commentaire dans la chronique judiciaire avec Garibou Pérou. Il y a des faits qui, bien qu'enfouis dans l'ombre des nuits, finissent par surgir au grand jour. Cette dernière semaine, une série de vidéos largement relayées sur les réseaux sociaux a soulevé un vent d'indignation et d'inquiétude. On y aperçoit des femmes se livrant à huis clos à des scènes jugées obscènes, provocantes, parfois choquantes lors d'événements désormais tristement connus sous le nom de soirée Dior. Ces rassemblements, dont l'appellation emprunte au luxe, s'inscrivent dans une dynamique de débauche organisée. Le ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, garde des Sceaux, a réagi avec une fermeté sans équivoque. Dans un communiqué, il dénonce des exhibitions malsaines de pratiques libertines et obscènes qui, selon lui, heurtent de plein fouet les fondements de nos mœurs, piétinent la pudeur publique et sèment les germes d'un désordre social dont nul ne saurait prédire les conséquences. Ce n'est pas seulement l'intimité des faits qui est mise en cause, mais aussi leur médiatisation, leur mise en spectacle sur la place publique numérique. En diffusant ces séquences parfois accompagnées de commentaires graveleux, les protagonistes ainsi que leurs relais numériques s'exposent désormais à la rigueur de la loi, car l'outrage public à la pudeur, la diffusion de contenus à caractère obscène et la complicité par partage ou commentaire relèvent du champ pénal, comme le rappelle le garde des Sceaux. En conséquence, le ministre a donné instruction ferme à tous les procureurs généraux et procureurs de la République leur ordonnant d'agir avec une rigueur absolue à l'encontre des auteurs
co-auteurs et complices de ces soirées et de leur mise en scène virtuelle. Il s'agit, selon ces mots, de faire cesser sans délai ces dérives contraires à l'ordre public, aux valeurs morales et au respect dû à la dignité humaine, en particulier celle de la femme, ici instrumentalisée dans une représentation qui heurte la conscience collective. Il ne s'agit point d'une croisade morale, mais d'un rappel à l'ordre juridique et social. Dans un pays attaché à ses traditions, à sa bienséance publique et au respect de la cellule familiale, le ministre appelle chacun à la retenue, à la décence et à la mesure. Il en appelle à la responsabilité citoyenne et à la vigilance de tous, afin que ces dérives antisociales ne deviennent pas une norme silencieuse. La justice est désormais en alerte maximale. Ceux qui pensaient que la nuit et le numérique leur offraient une impunité devront désormais répondre de leurs actes devant la loi. Et c'est ce qui met un point final à cette édition que nous avons eu le plaisir de vous présenter. Merci à vous de l'avoir suivi. À demain, même heure, même plateau, s'il plaît à Dieu.